Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 7 septembre. En images aujourd'hui, retour sur la grande fête populaire organisée en l'honneur de Laurent Miéville, le nouveau président élu au Grand Conseil vaudois. Des images tout en tradition, vous le verrez. Ensuite, en sport, nos invités du jour sont là. Calibès, bonjour. C'est pour ça, c'est à l'anglaise. À peu près, ouais. Thomas Hortevant, bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes tous deux présidents des clubs du HBC Nyon et du HBC TCGG qui débutent leur saison. Le mot d'ordre, c'est quoi pour cette saison ? Du plaisir. La performance. Plaisir et performance, 2P, double P, et ça fait plaisir pour nous aussi. Ensuite, on terminera en culture avec un concert jazz pailleté, mais surtout une histoire de famille. Ça s'appelle Knobiloscope et c'est à voir du 7 au 10 septembre au Casino Théâtre de Rolles. Et toi, Alexandre, tu fais quoi aujourd'hui ? T'es où ? Salut Andrea, eh bien je suis à Gland, regarde, je suis dans ce quartier d'Eikenot. Alors cet éco-quartier qui a été lancé il y a 10 ans ici, quartier d'avant-garde pour à la fois la biodiversité, l'écologie et puis surtout le développement durable avec ce chauffage à 80% quasiment grâce au feu de bois. Mais c'est pas de tout ça que je vais te parler, c'est surtout de la fête en fait populaire qu'ils organisent donc ce week-end les 9 et 10 septembre ici pour fêter les 10 ans. Alors c'est quoi ce quartier ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est quoi la vie de quartier ? On va aller à la rencontre de l'association Eikenot, justement, qui organise cette grande fête. Dis donc, tout le monde fait des fêtes et tout le monde fait des fêtes populaires. C'est tendance, on a l'impression. Justement, on y revient en images. Et surtout, puisque je vous le disais, Laurent Miéville a été nouvellement élu à la présidence du Grand Conseil. Mercredi, il était célébré en grande pompe dans sa ville nyonnaise. Regardez les images. Comment ? Alors, j'appelle Laurent Miéville, président du Grand Conseil, ceinture noire de cordon bleu, ceinture bleue de pinot gris, cordon gris de boudin noir, bouton noir du grand fleur jaune, surnommé également l'insurnommable, le roi de la fête ou encore la star du jour, Laurent Miéville. Il y a 15 ans, je commençais ma vie politique. Motivé à mieux connaître Lyon, ma vie d'adoption en allant à la rencontre des actrices et acteurs de sa vie communautaire et politique. Maintenant, on va assister à un grand cortège dans la ville de Nyon, donc emmené par la fanfare municipale qui se prépare juste derrière nous. Et il y aura les milices vaudoises qui participent et ensuite on a toutes les autorités et tous les invités officiels qui vont défiler et qui vont aller jusqu'à la place du château pour assister à la démonstration des milices. Quel est l'objectif de cette cérémonie ? Le but, c'est de fêter le nouveau président du Grand Conseil. On fête cette élection et puis le début de son année présidentielle. Vous savez ce qui se passe ici ? Non, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. On fête l'élection de Laurent Miéville, le nouveau président du Grand Conseil vaudois, qui est nyonnais. Très bien, vive Nyon alors. Là, vous avez toutes les autorités, les 3 pouvoirs, judiciaire, législatif, exécutif. Ils ont tout sorti. J'habite tout près, mais je voulais voir ces beaux costumes, ce beau cortège, oui. C'est important pour vous que les autorités se présentent à la population ? Ah, tout à fait, je trouve que c'est très bien qu'on fasse ça, oui. Vous êtes des gardiens de la tradition, vous tenez la pinte, le café vaudois, et là on est en plein dans les traditions avec ce défilé. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est pour ça qu'on se met là au coin pour les voir défiler dans la ville, parce que je trouve ça juste magique. Et puis justement, c'est des belles traditions qu'il faut garder. Et on est venu admirer tout ça. J'apprécie le spectacle, c'est juste très très beau, les cheveux sont magnifiques, le char aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Le Grand Conseil, tout d'abord j'y ai siégé pendant plus de 13 ans, donc c'est quelque chose qui me touche. Et puis c'est le premier citoyen du canton, le Grand Conseil c'est le premier pouvoir d'après la Constitution cantonale. Donc c'est un moment important pour notre région de fêter quelqu'un de chez nous qui préside le Grand Conseil. Vous êtes dans le cortège c'est aussi très réglementé. Vous êtes avec les anciens conseillers d'État. Voilà, c'est ça.
En démocratie, moi j'ai exercé la fonction de conseiller d'État, chef du département des finances, j'étais président aussi du gouvernement, mais on nous prête une fonction. Mon métier, c'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, quand on n'est plus en charge des affaires, eh bien on rentre dans le rang, mais par contre les titres restent. Et c'est pour ça qu'on est dans le cortège, comme ancien magistrat. C'est un honneur, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent pour le canton et dans toutes les communes. Donc c'est important. C'est important d'être à l'écoute de la population. Puis là, c'est une occasion magique d'être au contact de tout le monde. Voilà, ça fait partie du protocole, ça fait partie des obligations. Pour être franc, c'est pas ce que je préfère. Vraiment un événement chaque année quand on change de président, d'honorer par la présence des milices vaudoises. Et je suis content que cette année, encore une fois, le président ait choisi de maintenir la tradition. Pourquoi c'est important la tradition en politique ? Je crois que la tradition est importante parce qu'elle montre, comme on dit, d'où on vient. Et pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient. C'est intéressant, surtout pour moi qui suis assez jeune politiquement, de voir comme ça se fête un événement pareil dans le district de Nyon. Donc c'est motivant, inspirant. C'est un grand honneur de me sentir comme ça au centre d'une telle manifestation, honoré et vraiment touché de toute l'attention qu'on me porte aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au premier tir avec les mousquets. C'est quelque peu bruyant. Je vous enjoue à protéger vos ouïes. Je suis en partie. On va assister à un tir en direct des milices vaudoises. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. La mèche. Ça fait partie de notre histoire, de ce legs qu'on a reçu, qui fait la vie qu'on a aujourd'hui, les villes qu'on a aujourd'hui, on vient, et voilà. Il y a eu un coup de canon là. Oui, les Français vont être contents. Merci beaucoup. Ça surprend toujours, ce coup de canon. Et de retour, on donne la parole à Alexandre du côté de l'écoquartier de Gland. Iconut, qu'est-ce que c'est, Alexandre, exactement ? Eh bien, c'est Réa Garat qui va me répondre. Bonjour Réa. Bonjour. Réa, vous êtes habitante de cet écoquartier Iconut à Gland, donc je le disais, qui fête ses 10 ans ce week-end. Et puis, vous êtes surtout membre de cette association Iconut qui organise cette grande fête et puis qui veut faire vivre cet écoquartier. Alors Réa, vous n'êtes pas arrivée il y a 10 ans, mais vous êtes arrivée il y a 2 ans dans cet écoquartier. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a de particulier, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu en fait vous investir pour le faire vivre, ce quartier. C'est quoi son âme ? Moi, je pense tout d'abord, je suis de la région, donc c'est vrai que ça m'a attiré surtout d'y revenir. Je suis partie sur Genève pour mes études. Et puis le cadre de vie que je trouvais vraiment très sympa ici à Gland, et particulièrement dans le quartier. C'est un quartier assez ouvert, en plus aujourd'hui particulièrement lumineux. Et voilà, donc je trouvais très sympa de s'y installer. Et puis, j'ai toujours voulu m'investir pour la vie d'un quartier. J'aime bien l'idée que les voisins se connaissent, qu'on puisse organiser des activités ensemble, rendre le quartier aussi plus sûr, oui. Créer une vie de quartier. Créer une vie de quartier, justement. Il y a à peu près 1000 habitants qui peuplent donc cet écoquartier ici. Est-ce qu'il y a vraiment une vie de quartier ? Est-ce qu'en 10 ans, Iconut a réussi finalement à vraiment construire une petite ville dans une ville? Je dirais que c'était déjà la volonté des constructeurs de soutenir la mise en place d'une association de quartier. Et puis l'idée de l'association, c'est vraiment d'essayer de créer des événements en fait tout au long de l'année pour que les habitants puissent se rencontrer et puis passer un bon moment ensemble. Ouais. Vous sentez justement que ça prend quelque part, ça, ou pas? Parce qu'on pourrait avoir un peu ce cliché. Souvent, on se dit sur la côte, les habitations, il y a un peu ce côté ville-dortoir. Et notamment, c'est vrai que Gland a eu aussi cette image pendant longtemps. Est-ce qu'avec un quartier comme Iconut, ça a changé, vous trouvez, ou pas? Je dirais qu'on essaye, en tout cas. Il y a une fête, par exemple, qui a particulièrement de succès, c'est la fête des voisins. Où on partage un repas canadien sur la place du quartier. Et puis ensuite, on fait quelques petites tentatives, on va dire, dans l'année d'organiser d'autres activités. On n'arrive pas toujours à rejoindre et à fédérer, à rassembler les gens. À rassembler, exactement. C'est le mot que je cherche. Parce que tout le monde est occupé avec ses activités.
Et puis, ça reste quand même un quartier où les gens ils vont travailler dans d'autres villes. En fait, hein. Donc, ça reste un endroit où ils dorment. Mais en même temps, c'était aussi une vision du quartier. Je pense qu'on a certains services qui sont pas trop loin. On a les écoles, on a le supermarché qui est juste là à côté. Donc, les gens arrivent quand même à vivre, je pense, dans le quartier. Oui, effectivement, avec la proximité aussi donc des commerces et de l'école. Est-ce que ça change quelque chose en tant qu'habitante, le fait que on décrive justement Eyckenote comme très écologique, mise en avant du développement durable. Je parlais de la manière de chauffer les bâtiments, mais aussi, on le voit derrière nous, hein, c'est très très vert, donc cet accent qui est mis sur le développement de la biodiversité, ça change quoi pour l'habitante que vous êtes? Mais en tout cas, ça crée un cadre de vie qui est vraiment très agréable, je trouve. On sort de chez soi, c'est vert, on a des espaces bien ouverts, il n'y a pas de voiture, ou très peu en tout cas, dans le quartier. Ouais, le parking, c'est tout là-bas, hein, c'est ça, mais sinon, exactement. là, normalement, il n'y a pas de voiture ici. Pas trop. Et puis, voilà, il y a quelques aires de jeu, on va dire, distribuées dans le quartier. Donc, oui, c'est vrai qu'on s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien donc dans ce quartier d'Eyckenote, qui sera en fait donc ce week-end. On va justement aller ensemble se balader encore dans ces habitations, puis relier la place de jeu, et puis on se retrouve juste après, Andrea, comme ça on détaille un petit peu ce programme de fête. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Et place à nos invités sport. Thomas Kaili, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler handball. Je vous le disais, les handballeurs du HBC Nyon et du HBC TCG, c'est pas facile à dire, oulala, ma dyslexie qui s'en mêle, font le retour au championnat ce week-end, mesdames et messieurs. Samedi, la première équipe masculine rencontre ses premiers adversaires à Grandchamp. Les deux présidents des clubs sont avec nous. On peut le dire, Thomas, beaucoup de changements qu'il y a eu, beaucoup de nouveautés, il me semble, également pour cette saison. Oui, effectivement. Alors, si on parle de l'équipe première, donc la H1, pas mal de changements. On a gardé toute ossature de l'équipe avec les joueurs cadres essentiels du groupe. On a gardé tous les jeunes qu'on avait commencé à intégrer l'année dernière. Et puis, on a recruté 7 nouveaux joueurs, donc pratiquement une équipe complète. Et on a en plus le retour de Karl, qui est un joueur formé au club, qui était parti jouer à Zurich et qui revient et qui en plus prend des responsabilités dans le comité. Donc, c'est particulièrement agréable. Ouais, le recrutement, on sait que c'est toujours un défi pour le club avec toujours des difficultés. On va rappeler aussi que vous jouez dans la promotion à mi-saison et qu'ensuite vous êtes battu contre cette relégation. Aujourd'hui, comment vous faites pour recruter et pour donner envie de rejoindre votre club? Alors, pour le coup, c'est pas moi qui m'en occupe. Gestout, qui est venu plusieurs fois sur le plateau, s'en occuper. Il a pris beaucoup de contacts avec beaucoup de joueurs. On a la difficulté d'être un club amateur. Hein. On ne paye pas nos joueurs, donc pour les faire venir, il faut qu'on leur offre des conditions qui les intéressent, soit un projet de jeu intéressant, ce qu'on a. On a une équipe qui est sérieuse cette année, qui pourra jouer le haut de tableau. En tout cas, on l'espère. Et puis, on leur propose, pour les joueurs étrangers, certains qui viennent de France notamment, de les accompagner dans un développement de carrière professionnelle à côté, en les mettant en contact avec des entreprises qui sont partenaires du club et qui nous aident pour leur trouver une situation professionnelle. On les aide dans la recherche de logement, ce genre de choses. Voilà, on sollicite notre réseau et les compétences qu'on a. Mais voilà, c'est pas mal de travail. C'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place cette année de manière beaucoup plus structurée pour répondre aux problématiques d'effectifs qu'on a eues l'année dernière. Ouais. Mais voilà, tout à fait un énorme travail en termes de recrutement, notamment pour aller chercher des joueurs qui avaient le bon mindset pour intégrer l'équipe et mettre en place une concurrence saine dans l'équipe. Et je crois qu'en tout cas, sur les premiers matchs amicaux et l'ambiance qu'il y a aux entraînements, de ce que j'ai pu voir, c'est pleinement réussi pour le moment. Ouais, cette concurrence saine manquait ? Alors, oui, l'année dernière, quand on avait ces problèmes d'effectifs, en fait, on avait des joueurs qui étaient dans des situations un peu de stabilité. Il n'y avait pas de concurrence pour eux. Alors, ça veut dire qu'ils étaient aussi surchargés en termes de jeu et de responsabilité. Là, avec des joueurs qui peuvent les remplacer sans perte de qualité. Voilà, d'abord, il faut se battre pour avoir sa place. En tout cas, son temps de jeu, il faut le mériter. Et puis, ça veut dire aussi moins de responsabilité sur un seul ou deux joueurs cadres. Je pense on l'a vu à la photo tout à l'heure, Greg Terrier, qui est un joueur extrêmement important de l'équipe et qui régulièrement se retrouvait à devoir prendre beaucoup de responsabilités sur du shoot parfois forcé. Aujourd'hui, en tout cas sur les matchs amicaux, ce qu'on a vu, c'est que le danger il vient de partout. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant en termes de système de jeu et je pense en termes de compétitivité. Ouais, un mindset et surtout des personnalités en tant que joueur, c'est ce que vous avez semblé dire. Kylie Bess, vous êtes présidente du HBC TCG. J'y arrive depuis l'an dernier. Comment se passe cette collaboration pour vous entre les deux clubs, justement? Ça se passe bien, on met les choses en place petit à petit. Il y a des points sur lesquels on doit travailler des deux côtés, mais je pense qu'on se complète bien sur pas mal... On a autant des visions différentes, mais qui se complètent justement, et on essaie de se rejoindre, et ça se met en place petit à petit, mais ça se passe globalement très bien. Ouais, ces visions différentes, peut-être, ça serait lesquelles, ou peut-être des besoins aussi différents des deux côtés?
Les visions différentes, je pense, c'est plutôt au niveau d'esprit du club, c'est plutôt le HB Signon, pardon, c'est mon tour maintenant, a toujours été plutôt axé performance. Nous, on est aussi performance gentiment plus sur les juniors, mais on aime bien avoir un esprit de club, une entente au sein du club, familiarité assez développée. Du coup, je pense que sur ça, on essaie de mettre en commun les choses et du coup, on se complète pas mal sur ces aspects-là. Ouais, au niveau du recrutement, on a entendu Thomas tout à l'heure, c'est un défi, c'est aussi la même chose parce qu'on sait, finalement, on a l'impression qu'on demande un engagement quasiment professionnel à des joueurs qui le sont bénévoles, comme on l'a dit. Tout à fait. Après, nous, on s'occupe moins de l'équipe première de la H1 qui est sous la responsabilité du HB Signon. Nous, on essaye de faire pas mal de recrutement aussi au niveau des minis, des juniors. On démarche les écoles, on essaie de rameuter les copains, des classes, etc. On fait du recrutement plutôt sur les juniors. C'est plutôt là qu'on a accès nos forces. Ouais, Thomas, j'aimerais comprendre justement ces changements stratégiques parce qu'on a parlé de ce recrutement. On peut citer par exemple Emilien Larrière qui est arrivé à mi-saison, qui a été remplacé par Tama Marchi. C'est quoi justement les objectifs et pourquoi ces changements-là? Alors le changement, malheureusement, on l'a subi. En l'occurrence, Emilien devait s'engager avec à la fois le HB Signon et l'Académie de Léman, donc à Genève, sur une durée de 2 ans. Pour des raisons familiales, il nous a annoncé, mais suffisamment tôt, qu'il ne pourrait pas nous rejoindre. Donc on a pris acte. On est toujours en contact avec lui parce que c'est quelqu'un qui est intéressé à un moment à rejoindre le projet et on le sollicite sur différents sujets. Mais donc très rapidement, on s'est mis en recherche d'un nouveau coach avec toujours nos partenaires de Genève. Et donc, on a pu faire affaire avec Tamash. Donc, Tamash Marchi, ça s'appelle aussi Tommy, ça dépend de si on parle pour les intimes. Ça dépend si en roumain ou en hongrois. Donc, voilà, il est binational. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît la Première Ligue, puisqu'il a entraîné l'année dernière à Viège, qui a entraîné à haut niveau en France, sur du mouvement féminin notamment. Il a été international junior. Enfin, voilà, il a fait il a une grosse expérience. Et puis, il apporte aujourd'hui le lien entre les jeunes M19 de l'Académie de Léman qui intègrent l'équipe H1 et puis l'équipe H1 justement, il apporte toute sa rigueur, toute sa compétence également, donc pour l'instant je crois que l'équipe est contente et ça se passe très bien. Si on parle des ambitions, est-ce que vous souhaitez toujours maintenir cette Première Ligue ? Bien sûr. Alors, on souhaite la maintenir. Alors, l'objectif qu'on a fixé aux joueurs et à Tamash, c'est de finir dans les 4 premiers de la poule. Cette année, il y a eu un changement au niveau de l'organisation de la Première Ligue. Donc, on était sur 4 groupes de 8 équipes. Maintenant, on est sur 3 groupes de 12 équipes. Il y a plus ce premier tour et ce deuxième tour, c'est un championnat complet. Donc, nous, l'objectif qu'on a fixé à l'équipe, c'est finir dans les 4 premiers. Voilà. Et puis, comme on est ambitieux et que les joueurs le sont aussi beaucoup. Voilà, si ça finit haut et qu'on doit aller qu'on doit gagner la place en LND qu'on a raté de peu il y a 2 ans, on ira avec plaisir et on le fera vraiment très volontiers. Ouais, Kylie, de votre avis, est-ce que c'est des objectifs justement qu'ils peuvent réaliser? Oui, tout à fait. C'est pas du tout incompatible. J'espère que ça se fera. D'ailleurs, cette montée ou ce maintien dans les 4 premiers. Ah, cette montée, un petit peu plus d'ambition. On est jamais contre l'ambition et une promotion, quoi. Ouais. De votre côté, quelles sont justement les ambitions? Nous, on a aussi axé sur le mouvement féminin dans le club. On a toujours voulu avoir des équipes féminines à chaque niveau. Moi, je suis dans le club depuis que je suis née, du coup, on a toujours fait en sorte d'avoir des équipes à chaque catégorie. Aujourd'hui, on a des équipes de performance. On aimerait maintenir notre première équipe dames qui est en 2e ligue dans sa catégorie, viser le haut de tableau aussi. On espère que ça se fera et croise les doigts. Kylie, Thomas, en tout cas, on était ravis de vous avoir. Merci de nous avoir apporté ces nouveautés du côté du club et bonne saison à vous. Merci à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi pour cette suite de la visite de l'écoquartier de Gland et puis connaître ce fameux programme de la fête. Oui, justement, cette fête, elle va se passer sur cette place. Ça, c'est la place, quand on entre dans Econote, c'est ici. Et puis d'ailleurs, le centre commercial, il est juste derrière nous. Alors, Réa, du coup, parlons un peu de cette association qui organise cette fête. Déjà, vous êtes combien dans cette association ? Donc, dans l'association, on est 5-6 et puis on est 2-3 à vraiment se concentrer sur l'organisation de cette fête. Ouais, ça fait combien de temps que vous la préparez, cette fête qui est sur tout un week-end quand même? Depuis le début de l'année. Ouais. Mais on va dire que beaucoup d'efforts a été mis ces dernières semaines. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer cette fête? C'est où? C'est quand? C'est pour qui? Donc, vraiment, la fête, on l'a faite pour les habitants du quartier, mais elle est vraiment ouverte à tous les habitants de la région. On a essayé de faire des animations pour les familles,
qui sont gratuites, qui sont vraiment accessibles à tous. Et puis, on a décidé de vraiment donner une belle part, en fait, à tout cet aspect de discussion sur l'écologie, la durabilité, etc. Donc, on va commencer avec une partie un peu plus officielle le samedi. On fait une conférence à la salle communale de Gland, suivie de projections de films, un pour les adultes et un pour les enfants ici dans le quartier. Puis, on termine la journée en toute convivialité sur la place en fait, du quartier, en buffet canadien. Il y a le CRL aussi qui vient animer, en fait, faire des animations pour les jeunes dans le quartier. C'est quoi le CRL? Samedi. Le CRL, c'est le centre de rencontres et de loisirs de Gland. Ah, d'accord. Donc, ils organisent des activités pour les jeunes dans différents quartiers. Puis le samedi, ils viennent investir à Iconote. Ouais, mais on sent, c'est vrai, en fait, vous organisez aussi ces conférences sur le développement durable. Ça montre qu'il y a une fierté vraiment aussi des habitants de se dire, voilà, on fait partie en fait de ce quartier qui aujourd'hui fait partie d'expérimentation écologique en fait. Je pense que vivre ici, c'est une volonté en tout cas de la plupart des personnes. Et puis, avec tout ce qui nous entoure, en fait, on réfléchit quand même aussi à ce que ça implique et à quels sont les gestes en fait qu'on peut appliquer nous déjà en tant qu'habitants et qu'est-ce que c'est un écoquartier, comment ça se développe. Alors là, on enregistre entre midi et 2. Alors on voit le quartier est très calme. Bien sûr, les gens sont au travail. Bon, il y a quand même une petite terrasse d'un restaurant, mais cet aspect, je parle de ça parce que cet aspect un peu rencontre en fait, le but aussi de votre association, de faire que les habitants puissent partager des moments, se rencontrer. Ça me permet de parler aussi de la mixité sociale, qui est aussi quelque chose d'important à Iconote. Au-delà de l'écologie, il y a cette mixité sociale. Pourquoi ? Ils ont en fait eu la volonté vraiment de mettre en place cette mixité par la construction de divers bâtiments dédiés en fait à différentes couches sociales, on va dire, ou voilà, type de personnes. Avec différents loyers. Alors voilà, il y a un bâtiment avec les loyers subventionnés, il y a 2 bâtiments pour les personnes âgées, puis après voilà pour les familles avec une crèche qui est sur place. Voilà, donc ils ont essayé de mettre en place cette mixité. Et puis ça marche bien justement ça. Enfin, est-ce que vous en voyez les bienfaits comme ça dans le quartier? Je dirais que quand on organise un événement, on va vraiment avoir les personnes de tous bords et puis je pense que ça peut qu'enrichir en fait une fête de quartier comme celle qu'on va organiser. Et puis aussi justement le dimanche, on aura aussi des activités autour de la nature, etc. Donc on espère en tout cas que ça rassemblera non seulement les habitants, mais aussi les habitants de la région. Super, merci beaucoup Réa Garad d'avoir été avec moi et puis de m'avoir fait un petit tour dans cet écoquartier d'Iconote, donc qui fête ses 10 ans les 9 et 10 septembre. C'est donc ce week-end et c'est gratuit, Andrea. Voilà, le rendez-vous est pris et joyeux anniversaire à cet écoquartier. Très belle journée à vous deux, merci beaucoup. Et on termine sur notre page culture avec la première création de l'ouverture de saison du Casino Théâtre de Rolles. Alors une création, c'est lorsque des artistes sont sur place qu'ils peuvent loger, dormir également. Et puis, on avait donné la parole à Knoby Le Scope. C'est une famille qui raconte son histoire sur scène. Père et fille étaient avec nous. Une interview enregistrée en début de semaine. Regardez. Knoby Le Scope, une pièce et une histoire de famille racontée au Casino Théâtre de Rolles. Rendez-vous du 7 au 10 septembre avec nous aujourd'hui. Louise Benjamin, bonjour, on est ravis de vous avoir. Père et fille, une très jolie histoire à découvrir sur scène. Louise, racontez-nous, qui est votre papa? Présentation s'il vous plaît. Alors mon papa, il s'appelle Benjamin Knoby, il est metteur en scène, comédien, écrivain. Et je lui ai appris récemment comment chanter du jazz avec moi. Du coup, on peut dire un peu chanteur aussi. Un peu chanteur et chanteur paillettes, s'il vous plaît. Benjamin, qui est Louise? Louise Knoby est une personne indépendante de ses parents, qui est extraordinaire. C'est surtout une musicienne accomplie, qui a une volonté de faire, une travailleuse acharnée et qui est en train d'exploser sur toutes les scènes romandes à la plus grande fierté de ses parents. Et ce soir et aujourd'hui, c'est une première puisque vous êtes pour la première fois ensemble sur un plateau télé, mais surtout, et ce qui est très joli, c'est que vous êtes ensemble sur scène. Vous avez créé ce spectacle, Knoby Le Scope, dont on voit quelques images derrière vous. Ça raconte quoi? C'est une histoire de famille, Benjamin? Alors, c'est une histoire de famille parce que on a notre nom de famille, Knoby, est un patrimoine patronymique unique.
C'est-à-dire que si vous rencontrez dans le monde entier quelqu'un qui s'appelle Knobil, il est forcément descendant de mon arrière-grand-père, Chevard Knobil, qui était le dernier Knobil. Et donc, il fallait absolument transmettre cette histoire avant qu'il soit trop tard. D'ailleurs, je crois que Knobil, c'est qui sont là, c'est ça, Louise? Exactement. C'est assez fou. Alors, on va voir justement ce portrait de famille. Souriez, s'il vous plaît, on va les voir à l'image. Les voilà. Vous êtes fan de qui, Louise? Alors, moi, je dois dire que la barbe de l'ancêtre Chevard Knobil me plaît tout à fait. Et vous racontez tout ça justement en chanson. Ça donne quoi? Quelles émotions étaient transmises au travers de vos chansons quand vous avez vu ce portrait familial? Beaucoup, déjà, d'émotions. Et puis aussi un sentiment d'appartenance à une histoire qui me dépasse, qui est plus grande et plus ancienne que moi. Du coup, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu composer quelques chansons à cette occasion-là. Oui, ça passe par quoi, Benjamin? Il y avait des textes à faire, dont vous en êtes justement l'auteur. Cette histoire de famille, vous la partagez évidemment avec un public. Est-ce que réellement ça peut parler à tout le monde? Je pense que déjà, quand on parle d'histoire de famille, on parle toujours, tout de suite, il y a quelque chose de direct qui se transmet avec le public. Et c'est vrai que mon Chevard, et puis un de ses fils, mon grand-père, ton arrière-grand-père, Jacob, a une histoire assez exceptionnelle parce que c'était un agent communiste qui faisait du trafic d'armes. C'est qui sur la photo? Alors, c'est le petit monsieur avec les lunettes, avec ma grand-mère à côté, Regina. Qu'on le voit. Et le petit garçon, c'est mon tonton Ernest. D'accord, mais comment vous avez fait pour retracer toute cette histoire, Benjamin? Il y avait quoi, un livret familial, des écrits? Alors, ce sont des récits de famille qui ont été transmis, surtout par mon père, et puis par mon tonton Ernest, et surtout sa femme Julie. C'était assez des taiseux, parce que c'est une histoire assez dense, et ils avaient tendance à ne pas vouloir la partager. Donc, il fallait vraiment aller arracher ces histoires les unes après les autres. Et puis, pour préparer ce spectacle, j'ai fait des vraies recherches. J'ai une formation d'historien que là, du coup, j'ai pu l'utiliser un tout petit peu. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait était vrai. Oui, c'est quoi les astuces, justement, peut-être, si on veut retrouver comme ça des histoires de famille? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, par rapport à mon grand-père Jacob, il y a j'ai réussi à retrouver son dossier du FBI américain, qui est un dossier de 91 pages, où toute son histoire est racontée. Lui, il dit très très peu, mais par contre, dans le dossier, on voit qu'il y avait donc des taupes dans son organisation qui ont beaucoup dit des choses sur lui. Il y a aussi un rapport des services secrets britanniques qui parle de lui par rapport à son implication possible dans l'assassinat du journaliste Gareth Jones en 1935. Mais vous allez finir en prison, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Il y a des secrets de famille dont on ne veut pas révéler d'habitude. Louise, est-ce qu'à un moment, vous avez censuré votre papa, très franchement? Alors, je dirais pas que je l'ai censuré parce que je trouve ça tout aussi passionnant. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait tellement d'anecdotes, tellement d'histoires incroyables que la partie la plus difficile, ça a été de trier finalement toutes ces informations. Le fait de travailler ensemble sur scène, ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Alors, moi, je trouve que c'est un challenge tout à fait génial parce que je me rends compte de ce dont j'ai malgré moi hérité aussi. Et aussi, je me rends compte que finalement, on travaille assez bien ensemble parce qu'on a les deux le même but qui est de faire un beau spectacle / concert à la fin. Du coup, j'ai l'impression que les deux, on a une chouette dynamique et qu'on emporte les musiciens et les musiciennes qui nous accompagnent avec nous. Oui, ça, c'était un sacré défi parce que vous me disiez, Benjamin, que c'est deux mondes totalement séparés qui se côtoient, l'univers du théâtre et l'univers de la musique. Oui, en plus, c'est deux manières différentes de travailler. Quand vous faites un concert, souvent les musiciens, ils se font une ou deux fois, et puis c'est la musique qui est en avant. Là, quand on fait une mise en scène, il faut faire des répétitions, il faut répéter des segments, on travaille sur l'image. Donc, c'est deux mondes, c'est deux manières de travailler qui se rencontrent. Mais pour rebondir sur ce que disait Louise, on est vraiment dans un rapport de travail et la filiation qu'on a n'a aucun lieu d'être. Et c'est très agréable. Et là, moi, je suis toujours très impressionné là, en tant que papa, parce que je trouve que ma fille est une grande professionnelle. Un papa fan, et ça, c'est très joli à voir. Louise, cet univers, notamment, il est dû à votre premier album musical, je crois. Racontez-nous, qu'est-ce que ça dit, cet album? Alors, cet album, déjà, c'est mon premier. Et j'explique toujours que c'est un journal intime musical où je raconte des anecdotes de ma vie et de choses qui me sont arrivées aux personnes de mon entourage. Des fois, c'est absurde. Je parle de mon amour pour le son du capuchon de pesto quand on l'ouvre. Ça fait un appel d'air qui fait...
Et il y a une chanson qui parle exclusivement de ça. Et je parle aussi de sujets plus graves, notamment du deuil. Je parle aussi de mon univers intérieur. Enfin, je passe d'un sujet à l'autre, mais le fil conducteur est que c'est toujours quelque chose de sincère et profondément honnête, je dirais. Ouais. C'est facile de se mettre comme ça à nu? Quand j'ai une contrebasse et puis un micro, oui, sinon c'est plus difficile. Quand je reste dans mon élément musical, quand je suis sur scène, que ce soit dans le théâtre ou dans la musique, ou quand je suis dans un studio d'enregistrement, j'ai l'impression d'être dans mon bain à bulles, dans mon espace agréable, mon happy place, et je suis même contente de pouvoir exprimer ça là-dedans. En tout cas, on est ravis d'avoir partagé cette jolie histoire avec vous, Louise Benjamin. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette histoire de famille. Knobiloscope à voir donc au Casino Théâtre de Rolle. Rendez-vous du 7 au 10 septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais ici rendre hommage à Rodion Bolchakov, puisque c'était sa dernière émission enregistrée en notre compagnie. Rodion, chef, merci beaucoup pour ton travail, ton professionnalisme. On a eu grand plaisir à travailler avec toi. Merci, chef, et bon vol. À la maison, on était ravis de vous avoir. On continue la semaine prochaine. Bonne suite de programme.